chaque année, tennisbelge.be vous propose son classement Espoir, reprenant les 10 meilleurs jeunes du pays, garçons et filles confondus, de 12 à 18 ans. Ce classement est construit sur base d'une grille objective de points obtenus lors des tournois internationaux juniors, U18, scolaires, U16 et cadets, U14, et pondérés selon l'âge. Ce à quoi nous avons ajouté, depuis 2015, des points aux jeunes ayant déjà remporté des points chez les pros, ainsi que les points obtenus dans les tournois belges. Le classement 2023 fait la part belle à la Super Génération 2005, qui arrive désormais à maturité, prête à prendre son envol chez les adultes. Avant toute chose, je voudrais citer au niveau des crédits photos Léo Stolk et Betty Stolk, qui sont deux passionnés de photographie et de tennis, et qui font un travail vraiment magnifique sur leurs deux pages Facebook, Belgische Tennis Dames et Belgische Tennis Heren, que je vous conseille vivement d'avoir parmi vos favoris. C'est sur ces deux pages que j'ai emprunté la plupart des photos qui se trouvent dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Sofia Kostoulas n'a plus disputé de tournoi junior cette année, à l'exception des championnats d'Europe par équipe. Mais ses résultats sur le circuit ITF l'ont déjà amené aux portes du top 250 WTA. Elle termine donc à la première place pour la 4e fois en tout, ce qui est assez exceptionnel. Notre classement l'avait en effet déjà désigné comme meilleur espoir belge de l'année en 2022 et 2021, mais également en 2018 à seulement 13 ans. Cette année-là, elle s'était révélée en terminant à la 3e place européenne des U14 et en remportant déjà 2 titres chez les 18 ans et moins. En tant que numéro 1 du classement 2023, elle ne pouvait pas avoir le résumé de sa saison dans une autre vidéo que celle-ci, d'autant que les numéros 2 et 3 auraient aussi pu être évoqués dans les vidéos précédentes. Après ces très bons résultats chez les U14, Sofia avait également atteint la 2e place mondiale chez les U18 au printemps 2022. Elle avait alors atteint la finale de l'Open d'Australie et remporté 3 grades 1. Plus tard dans la saison, elle allait encore remporter 2 grades A, la catégorie de tournoi junior qui arrive juste après les grands chelems, et après l'US Open, elle se lance définitivement sur le circuit pro. Dès la première semaine, elle atteint une bonne demi-finale en 25 000 $ à Buenos Aires. La semaine suivante, elle perd néanmoins dès son entrée en lice. En février, elle se hisse pour la première fois dans le dernier carré d'un W40 à Mexico City, en dominant Suzanne Lemmens, 210e mondiale, sa plus grosse perf à l'époque. Moins en réussite durant les 2 semaines qui suivent, elle termine sa tournée en Amérique centrale par un quart de finale au W25 de Saint-Domingue. En mars, Sofia part disputer 2 tournois à Pretoria, demi-finaliste du premier, à 25 000 $. Elle est battue au 2e tour du second, qui est aussi le premier W60 auquel elle participe. Elle revient en Europe au début du printemps et atteint une nouvelle demi-finale en W25. Après 2 tournois moins brillants, elle s'impose aux 25 000 $ de Feldhamsee, signant ainsi sa toute première victoire professionnelle. En demi-finale, elle domine largement la première tête de série et 147e mondiale, la Hongroise Jani. Les semaines suivantes vont pourtant être plus compliquées. Pendant 3 mois, Sofia ne va pas parvenir à remporter 2 rencontres consécutives. Elle sera même souvent battue par des joueuses classées hors du top 500. En double, ça se passe un petit peu mieux puisqu'elle remporte tout de même 2 titres en W25 durant cette même période. Il faut attendre le tournoi de Bistrita en Roumanie pour la voir atteindre un nouveau quart de finale en simple. Les choses ne s'arrangent pas pour autant tout de suite puisque, à part une bonne demi-finale à Ceuta en septembre, elle subit plusieurs défaites prématurées. Étonnamment, c'est en disputant à nouveau des épreuves plus importantes qu'elle va retrouver la confiance. Elle passe par exemple un tour au W80 de Poitiers ou atteint les quarts de finale aux 40 000 $ de pétange au Luxembourg. Elle termine la saison sur une très bonne note lors de 2 tournois W25 à Chypre. La première semaine, elle domine tous ses adversaires en 2-7 avant de buter en finale et en 3 manches face à Anne van der Winkel. La semaine suivante, elle prend sa revanche sur Anne au 2e tour et poursuit sa route jusqu'au bout pour remporter le 2e titre de sa carrière. Terminer sa saison sur une victoire donne toujours un vrai coup de boost à la confiance, mais la Limbourgeoise aurait pu encore faire mieux pour cette première saison, surtout si elle s'était montrée plus constante durant les derniers mois. Elle le sait, elle doit encore travailler pour être une joueuse plus complète, c'est pourquoi elle a commencé une collaboration avec Anne de Vries, l'ancienne capitaine de Fed Cup, qui a amené plusieurs autres joueuses belges jusqu'au top 100, aura pour but de mener sa nouvelle protégée jusqu'à ce niveau d'ici 1 an ou 2. Sofia en a largement les moyens. La première place de Sofia Kostoulas semblait inéluctable en début de saison, car elle avait déjà alors commencé à faire son trou sur le circuit professionnel. Pourtant, Alexander Blocks ne termine vraiment pas loin d'elle en termes de points, après une année fantastique, tant sur le circuit junior que lors de ses premiers pas chez les grands. On ne va pas parler de surprise non plus, on connaît le talent d'Alexander depuis bien longtemps. Il avait cartonné dès sa première année chez les U14, terminant 4e de notre classement cette année-là, en 2018, à seulement 13 ans donc.
Il a ensuite connu quelques pépins physiques qui ont un peu freiné sa progression, mais il n'a jamais terminé au-delà de notre 12e place les années qui suivent, revenant même dans le top 5 en 2021 et 2022. S'il termine donc à cette très belle 2e place, c'est tout d'abord par son exploit australien. En janvier, il est en effet devenu le 3e Belge à remporter un Grand Chelem junior chez les garçons en simple. Sur sa route, il a remporté tous ses matchs facilement, excepté son quart contre Joao Fonseca et la finale face à Lerner Tien, 2 joueurs que je vous ai présentés lors de la vidéo sur les meilleurs juniors. N'hésitez pas à aller la revoir. Devenu numéro 1 mondial grâce à cette victoire, il s'est ensuite concentré sur le circuit adulte. Il n'a fait que 2 dernières incursions chez les juniors, à Roland-Garros où il a dû abandonner au 3e tour, et à la Summer Cup où il a mené l'équipe belge à son premier titre chez les U18. S'il a déjà disputé quelques tournois chez les adultes en 2022, c'est donc à partir de février 2023 qu'il s'est vraiment lancé dans le grand bain, et dès le 2e tournoi d'une tournée en Égypte, il a atteint sa première finale en 15 000 $. Il a ensuite obtenu une invitation pour disputer les qualifications de l'ATP 1000 de Miami, mais a perdu d'entrée en 3-7 tout de même, contre le japonais Watanuki, 123e mondial. Alexander part ensuite en Suède, où il atteint un quart de finale en M25 et une demi en M15. Il observe ensuite une pause d'1 mois, suite à sa petite blessure à Roland-Garros, mais revient bien en juillet puisqu'il se hisse pour la première fois en demi-finale d'un 25 000 $ au Luxembourg. Malheureusement, il se blesse à nouveau lors du tournoi suivant et doit de nouveau s'arrêter quelques semaines. Ce n'est que durant l'automne qu'on le retrouve à son meilleur niveau. Il atteint une première finale en 25 000 $ en Suède, où il passe tout près de la victoire face à Thibaut Colson. Après un nouveau quart de finale à ce niveau, il obtient une invitation pour disputer les qualifications du tournoi ATP d'Anvers. Il en sort en battant le grand espoir serbe Amad Medjedovic, 105e mondial, ce qui est sa meilleure perf à ce jour. Et au premier tour du grand tableau, il oppose une belle résistance à la 5e tête de série, l'Allemand Yannick Hanfmann. Alexander termine la saison en boulet de canon. Il remporte tout d'abord son premier 25 000 $ à Glasgow, puis double la mise dès la semaine suivante en prenant sa revanche sur Thibaut Colson. Il ne s'arrête pas là puisqu'il sort ensuite des qualifications lors du Challenger de Danderyd en Suède, avant de poursuivre sa route jusqu'en demi-finale. Au passage, il obtient 2 nouvelles victoires sur des top 200 et n'est battu que par Brandon Nakashima, ancien top 50. Cette très belle série permet à Alexander Blocks de terminer la saison aux alentours de la 350e place ATP. Assez haut pour se frotter à un niveau nettement supérieur pour sa première saison complète chez les pros en 2024. Il a déjà pu avoir un petit aperçu de ce qu'il attend, puisque les organisateurs de l'Open d'Australie lui ont octroyé une invitation pour les qualifications. Gilles Arnaud-Bailly avait pris un petit avantage sur Alexander Blocks l'an dernier. Il avait terminé la saison à la 2e place de notre classement espoir, juste derrière Sofia Kostoulas, après des résultats assez exceptionnels. Il avait notamment atteint une finale à Roland-Garros Junior et décroché la première place mondiale dans cette catégorie à 16 ans seulement. Il avait donc décidé de se consacrer exclusivement au circuit adulte en 2023, avec de très fortes attentes. Mais il ne remporte pas beaucoup de matchs en tout début d'année. Défait au tie-break du dernier set par le youtubeur français Jules Marie lors de sa première sortie en Angleterre, il a la malchance de tomber contre le futur finaliste Michael Himmer au premier tour des qualifications de Louvain-la-Neuve. Il parvient néanmoins à sérieusement l'accrocher lors du premier set. Il dispute alors 2 15 000 $ à Monastir, mais perd à chaque fois au 2e tour. Il faut attendre la mi-mars et 2 nouvelles épreuves à Antalya pour le voir enchaîner les victoires. Il atteint la finale lors de la première semaine, seulement battu par le Suédois Madaras, première tête de série. Et la semaine suivante, il s'impose et remporte ainsi son tout premier titre pro. Revenu en Europe, il dispute le Challenger de Gijón, où il rencontre d'entrée Pedro Cachin, 63e mondial et tête de série numéro 1, à qui il prend un set. Gilles Arnaud va alors connaître une succession de défaites prématurées jusqu'à l'été. Parfois c'était en Challenger face à des joueurs nettement mieux classé que lui, mais même en futur, là où il devait prendre des points, il ne parvient pas à disputer le moindre quart de finale. Il remonte petit à petit la pente durant l'été, mais c'est surtout à partir de septembre qu'il commence à engranger des résultats. Il bat par exemple le Tchèque Zurčina, 164e mondial, lors du Grand Challenger de Szczecin. 2 semaines plus tard, il remporte un 2e titre, cette fois lors d'un 25 000 $ en Sardaigne, et ce sans perdre un set, alors qu'il était issu des qualifications. À partir de ce moment, il ne dispute quasiment plus que des challengers et gagne à nouveau peu de matchs. Mais il a tout de même l'occasion de croiser le fer avec quelques solides joueurs, tels que Roberto Bautista Agut à Malaga. Pour le tournoi ATP d'Anvers, il reçoit une invitation pour les qualifications, mais perd au 2e tour contre Alexander Blocks. Peu habitué à perdre aussi souvent au premier tour, alors qu'il gagnait 8 matchs sur 10 chez les juniors, Gilles Arnaud a pris une décision drastique pour la suite de sa carrière. Il part rejoindre son grand frère Pierre-Yves à l'université du Texas, où il étudiera pendant un semestre. Son but est d'y acquérir de l'expérience, notamment sur dur outdoor où il se sent moins à l'aise pour l'instant.
et aussi pour retrouver le plaisir de jouer sans pression. Il reprendra la route du circuit pro à la fin du printemps. Les 3 premiers joueurs de notre classement ont connu un parcours classique chez les espoirs, brillant dès leurs premiers tournois internationaux en catégorie 12 ans et moins. C'est loin d'être le cas pour la 4e, Jelyn van Drom, passé totalement inaperçue jusqu'à ses 14 ans, avant d'exploser littéralement sur les 18 derniers mois. Il va sans dire qu'elle n'avait jamais fait partie de ce top 10 auparavant. Sa meilleure place jusqu'ici, c'était le 20e rang l'an dernier. Étonnamment, le premier tournoi international disputé par Jelyn est un tournoi ITF pour adultes à Amiens en mars 2022 alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle y passe un tour dans le tableau de qualification. On la retrouve ensuite au tournoi junior de la Streetball où elle connaît le même résultat. C'est à partir de l'été 2022 qu'elle commence à vraiment cartonner. En août, elle sort des qualifications du grade 5 d'Asselt et remporte le tournoi alors qu'elle n'est même pas classée. Elle dispute un nouveau tournoi pro à Wanfers-et-Bollay où elle se hisse également dans le tableau final et ne perd qu'en 3-7 face à la première tête de série. Elle retourne alors sur le circuit junior où elle remporte 3 autres grades 5 à Kreuzlingen, Esch-sur-Alzette et Larnaca, dont 2 sans perdre un set. Elle est également 2 fois titrée en double lors de cette tournée. Elle confirme ses débuts tonitruants en s'imposant lors du grade 4 d'Arlon lors de la première semaine de 2023. Après avoir aidé la Belgique à atteindre la phase finale de la Winter Cup U16, elle revient sur le circuit junior où elle dispute de plus grosses épreuves. Tout d'abord au grade de d'Istres où elle sort des qualifs et atteint les quarts de finale, seulement battue au tie-break du dernier set par une top 100. Invitée à la Streetball, elle passe un tour et ne s'incline qu'en 3-7 face à la 20e mondiale. Au début de l'été, Jelyn atteint la finale du grade 3 de Bruchkobel, où là encore elle ne s'incline qu'en 3-7 face à la première tête de série. Elle enchaîne avec une demi-1 grade 2 à Castricum, puis elle prend ses premiers points WTA en se hissant au deuxième tour du 15 000 $ des Contamines en France. Elle mène ensuite de nouveau l'équipe belge des moins de 16 ans en phase finale, cette fois de la Summer Cup, et passe même à un match d'une qualification pour la Junior Billie Jean King Cup, soit le championnat du monde par équipe des U16. Elle dispute ensuite à nouveau le 15 000 $ de Wanfers-et-Bollay et cette fois se hisse en demi-finale. Traditionnellement, le championnat d'Europe individuel U16 se dispute en été à Moscou, mais en raison de la guerre, il est déplacé à Parme en automne. Jelyn y est tête de série numéro 13, mais c'est tout de même elle qui va s'y imposer assez facilement, écœurant même la première tête de série en demi, puisqu'elle ne lui laisse que 2 jeux. 4 semaines plus tard, elle dispute le Masters de la catégorie, et là aussi, elle s'impose sans perdre un set. En fin d'année, elle va se tester sur les 2 très gros tournois juniors américains. Elle passe un tour au grade 1 de Bradenton, puis surtout se hisse en quart de finale du grade A de l'Orange Bowl. Ces super résultats automnaux la font remarquer de plusieurs observateurs qui voient en Jelyn van Drom une future star du tennis. Robert Sissons, son coach au centre tennis Vlaanderen de Wilrijk, n'hésite même pas à la comparer à Aryna Sabalenka. En 2024, elle devrait pouvoir se tester sur les grands chelems juniors et elle tentera aussi de grimper au classement WTA. Joueuse très précoce, Amelia Waligora a connu une grosse blessure à l'âge de 13 ans qui a freiné sa progression. Sans jouer les premiers rôles sur le circuit junior, elle est restée l'une de nos meilleurs espoirs ces dernières années. Elle fait d'ailleurs partie du top 10 de notre classement chaque année depuis 2019. Et c'est pour sa dernière saison chez les juniors en 2023 qu'elle atteint sa meilleure place avec cette 5e position. Aux portes du top 100 junior il y a un an, elle avait l'ambition de pouvoir disputer Roland Garros en juin, tout en essayant de progresser au classement WTA. C'est d'ailleurs par des tournois ITF qu'elle a démarré sa saison, avec des résultats plutôt mitigés durant l'hiver. Elle atteint tout de même un quart de finale à Sharm el-Sheikh, mais est aussi souvent battue au premier tour, généralement par des têtes de série. Elle revient ensuite sur le circuit junior pour disputer un grade 1 en Thaïlande, où elle se hisse en demi-finale après avoir battu la 31e mondiale. Elle atteint également la finale du double. Elle obtient par la suite de beaux résultats au début du printemps, avec une nouvelle demi en grade 1 à Vrsar et un quart au grade A d'Offenbach. Elle dispute également les quarts de finale du grade 1 de la Streetball et ne s'incline qu'au tie-break du dernier set face à la première tête de série. Ces bons résultats lui permettent de décrocher sa place pour le grand tableau de Roland Garros Junior, mais l'expérience tourne court puisqu'elle est battue d'entrée. Elle ne fera plus qu'une seule apparition sur ce circuit en Summer Cup pour épauler Sofia Kostoulas jusqu'au tableau final où elles termineront 6e. Mais ses résultats chez les adultes ne sont pas du même niveau. Elle atteint bien une demi-finale à Antalya à la veille de Roland Garros, mais peine à s'imposer dans les 15 000 $ de l'été en raison d'une légère blessure qu'elle s'occasionne sur le Belgian Circuit. Elle perd même 7 rencontres d'affilée entre mi-juillet et mi-septembre. C'est à Monastir, au début de l'automne, qu'Amelia regoute au succès. Elle remporte son tout premier titre pro à Monastir en prenant la mesure de la tête de série numéro 1 en finale. Sa fin de saison est un peu moins bonne à nouveau. Elle atteint encore un quart à Monastir avant de perdre ses 4 dernières rencontres. Amelia Waligora va désormais pouvoir se concentrer
sur sa progression au classement WTA. Elle n'est pas encore assez haute pour disputer des 25 000 $, donc elle va continuer les W15 dans un premier temps, en espérant pouvoir passer à l'étape suivante en milieu d'année. Emilien Demanet a également connu un gros coup d'arrêt durant ses jeunes années. Après un bon passage chez les U14, où il avait notamment remporté le tournoi de Uclesport, il se blesse durant la pause Covid et ne revient sur le circuit qu'à la fin du printemps 2021. Très rapidement, il remporte plusieurs titres chez les U16, ce qui lui permet de terminer à la 9e place de notre classement cette année-là. En 2022, il se démarque déjà chez les juniors en remportant un grade 3 et en atteignant 2 autres finales. En décembre, nous le classions comme 6e meilleur espoir de la saison. Il pouvait même démarrer 2023 aux portes du top 30 junior, un classement suffisant pour lui faire prendre part à l'Open d'Australie, où il est malheureusement battu d'entrée. Plus à l'aise sur terre battue, il part alors pour l'Amérique du Sud, où il fait un carton. Il y remporte un grade 1 à Asunción, son plus gros titre sur le circuit junior. Il atteint encore une finale à ce niveau la semaine suivante à Porto Alegre, puis un quart au grade A de la Banana Bowl. Son printemps est moins bon en raison d'une inflammation au tibia qui le force à s'arrêter pendant un mois. À son retour, il atteint tout de même le 3e tour de la Street Bowl, où, tête de série numéro 1, il aurait pu aller bien plus loin sans cette blessure. Après une nouvelle défaite d'entrée à Roland-Garros, on lui diagnostique une fracture de fatigue qui le laisse sur le flanc durant 6 mois. Sa carrière chez les juniors s'arrête donc là, sans avoir pu disputer Wimbledon et l'US Open. Il doit aussi repousser ses débuts sur le circuit pro. Il n'effectue son retour qu'au mois de décembre lors d'une tournée de futur au Koweït. Dès la première semaine, il décroche son premier point ATP en passant le premier tour. Battu d'entrée lors de la 2e semaine, il conclut la tournée en beauté en se hissant en finale avec 3 victoires face à des joueurs classés dans le top 700. Malheureusement, la mort de l'émir du Koweït plonge le pays dans le deuil et toutes les rencontres sportives ont été annulées. Emilien n'a donc pas pu disputer sa finale. Cette saison, qui devait être le couronnement de sa carrière chez les juniors, et qui d'ailleurs avait très bien commencé, a donc tourné court, mais cette dernière tournée est très intéressante pour Emilien Demanet. Il bénéficie actuellement d'une exemption de disputer les qualifications des 15 000 $ grâce à la place dans le top 20 junior qu'il occupait au printemps. Il va donc en profiter pour tenter de progresser un maximum au classement ATP pendant les premiers mois de l'année. Cinq des 6 premiers de notre classement disputaient donc leur dernière saison chez les juniors en 2023. Il n'était que 3 dans le top 10 un an avant et 2 fin 2021. Ça s'explique évidemment par la qualité de cette génération née en 2005, mais aussi par une relative faiblesse des générations qui suivent, surtout chez les garçons. Les résultats exceptionnels de Jelen van Drom cachent un petit peu la forêt. Derrière elle, Lauren Sey est une des seules qui a un peu tiré son épingle du jeu en 2023. Elle s'était déjà fait remarquer chez les U14, où elle avait remporté un titre aux Pays-Bas, avant de faire des premiers pas plutôt corrects chez les U18 en 2022. Il y a un an, elle démarrait fort sa saison en atteignant son premier quart de finale au grade 4 d'Arlon. Elle remporte ensuite les 2 autres tournois belges du mois de janvier, les grades 5 d'Evelde et de Gand. Tête de série numéro 4 de ces 2 épreuves, elle remporte souvent ses matchs dans la douleur, démontrant tout son fighting spirit. Le reste de son hiver est moins impressionnant puisqu'elle s'incline d'entrée lors des 2 épreuves qu'elle dispute. Lauren se relance bien au mois d'avril puisqu'elle remporte 2 nouveaux titres. D'abord un premier grade 4 à Dublin où elle s'impose également en double, puis un nouveau tournoi belge, le grade 5 d'Asselt, qu'elle gagne cette fois avec beaucoup de facilité. Par la suite, elle commence à disputer des tournois plus relevés. Elle a l'occasion d'affronter sa première top 100 à la Street Bowl, contre laquelle elle fait une belle prestation. Durant l'été, elle atteint un premier quart en grade 3 à Maaseik, puis se hisse en finale de celui de Liepāja en Lettonie. Elle remporte également ce tournoi en double. En parallèle, elle dispute ses premiers tournois pro en Belgique, mais sans remporter de match. Son automne est moins intéressant puisqu'elle n'atteint plus qu'un quart de finale au grade 4 d'Evelde. Désormais classée dans le top 300, Lauren Sey va se concentrer sur les tournois plus importants, les grades 2 et 3, dans un premier temps, avant peut-être de s'attaquer au plus haut niveau en deuxième partie d'année. Si elle n'a pas le bagage technique qu'avait Sofia Kostoulas à son âge, sa combativité et son caractère peuvent lui permettre d'accéder au circuit pro. D'un an plus jeune, Anastasia Heusegoms a également démontré de belles capacités depuis ses premiers résultats internationaux. Dès sa première année chez les U14, en 2021, elle remporte un tournoi en Bosnie. Elle atteint aussi une autre finale et 4 demi. Elle peut donc disputer ses premiers tournois juniors dès l'année suivante et ne tarde pas à signer quelques belles performances avec une première demi-finale en janvier. Anastasia commence alors à connaître quelques blessures qui gâchent un peu la suite de sa saison. Elle se reprend bien en toute fin d'année pour atteindre sa première finale et 2 autres demi. En 2023, elle démarre sa saison aux Émirats Arabes Unis. Ses résultats en simple ne sont pas vraiment brillants, mais elle remporte un grade 4 en double.
En avril, elle se hisse en finale de Dublin en simple et ne s'incline qu'en 3-7 face à Lorenzey. Les deux jeunes Belges font alors équipe pour s'imposer en double. Peu de temps après, Anastasia se rend au Ghana pour un grade 5 où elle s'impose en simple et en double. En juillet, elle atteint une nouvelle finale dans un grade 4 en Finlande où elle soulève à nouveau le trophée en double. Elle se hisse ensuite en quart de finale du grade 3 de Maaseik et durant l'été, elle tente de se faire plus d'expérience face à des adultes lors du Belgian Circuit. Elle remporte d'ailleurs 2 tournois en Dame 1. Elle gagne également ses premiers matchs face à des Série A. Malheureusement, elle se blesse à nouveau et devra faire une pause de plus de 3 mois. Elle ne revient qu'en toute fin d'année pour disputer un grade 3 en Grande-Bretagne où elle perd d'entrée en simple mais atteint la finale du double. Elle a également pris part à ses premiers tournois pro en 2023. À Duffel, où elle était invitée dans le grand tableau, elle n'a pris que 2 jeux à Vicky van de Peer, 707e mondial. En fin d'année, elle dispute aussi les qualifications de 15 000 $ en Crète où elle passe à chaque fois un tour. Malgré ses blessures, Anastasia Heusegoms garde une bonne trajectoire. Il lui reste 2 saisons à disputer chez les juniors, avant peut-être de se lancer dans le grand bain du professionnalisme. La plus jeune joueuse de ce top est Céline Weynen, née en 2009 et qui disputait donc sa dernière année chez les U14 en 2023. Elle s'était déjà illustrée il y a 2 ans chez les U12, remportant 2 titres en double et atteignant les finales des tournois Tennis Europe d'Audrimont et du Primrose. En 2022, pour sa première année chez les U14, elle dispute une nouvelle finale dans un catégorie 3 au Luxembourg, atteint une demi dans un catégorie 2 néerlandais, ainsi que 5 autres quarts de finale. Elle remporte également les championnats de Belgique des 13 ans et moins, et termine à la 25e place de notre classement. En 2023, Céline démarre la saison avec un nouveau quart de finale en France, avant de prendre part à ses premiers grades 5 juniors à Evelde et à Gand, et elle franchit un tour lors du premier. Elle retourne ensuite dans la catégorie U14 et aide la Belgique à atteindre le tour final de la Winter Cup. Elle termine son hiver avec un quart et une demi dans 2 catégories 3 aux Pays-Bas. À partir du printemps, elle va alterner entre les différents circuits. Chez les U14, elle ne dispute plus que les grosses épreuves comme les championnats d'Europe, la Summer Cup et quelques catégories 1, mais sans parvenir à y briller. En 16 ans et moins, Céline atteint par contre 2 finales à Tirana et à Bruxelles, ainsi qu'une demi. Chez les juniors, elle est battue d'entrée en qualification de la Streetball, mais atteint tout de même une bonne demi-finale au grade 5 d'Arlon en juillet. À partir de l'automne, elle se consacre exclusivement à cette catégorie. Elle dispute 2 grades 5 à Istanbul, où elle perd au 3e tour en simple, mais s'impose à chaque fois en double avec sa copine El Fiaba, qui elle finit 23e de notre classement. Céline remporte un 3e titre en double en novembre, mais perd 2 fois d'entrée en simple. Ce n'est qu'en décembre qu'elle obtient son premier bon résultat dans cette catégorie, puisqu'elle se hisse en finale d'un grade 5 en Allemagne. Céline Weynen ne fêtera que ses 15 ans en 2024, il ne faut donc pas s'attendre à la voir percer directement au sommet chez les juniors, mais elle a le talent pour déjà faire son trou dans les grades 4 et 5 et commencer à disputer des tournois plus relevés en deuxième partie de saison. Et c'est Jules Garreau qui referme ce top 10 de notre classement des espoirs 2023. Ça va peut-être en étonner certains puisqu'il est derrière Nicolas Dispas au classement ITF Junior actuel et que les deux ont le même âge. Ce dernier a donc obtenu de meilleurs résultats sur le circuit U18, mais il paye le fait de ne jamais jouer en Belgique, alors que Jules a réussi quelques belles performances cette année sur le Belgian Circuit. Jules fait partie des meilleurs joueurs AFT de sa catégorie d'âge depuis de nombreuses années. Il atteint notamment la finale des championnats wallons des U13 en 2019 et atteint même une finale dans un tournoi international en Turquie cette année-là. Moins présent les années suivantes, notamment en raison de la crise du Covid, il dispute sa première saison chez les U18 en 2022 et remporte notamment un grade 5 tunisien en double. En 2023, il débute par la série de tournois belges en janvier. S'il est battu d'entrée à Arlon et à Gand, il se hisse tout de même en quart à Evelde. Plus discret durant le printemps, Jules perce réellement à partir de l'été. Il se hisse en quart de finale du grade 4 de Limlet en juillet, alors qu'il sortait des qualifications. La semaine suivante, au grade 5 d'Arlon, il remporte le titre en simple avec beaucoup d'autorité, puisqu'il ne perd que 3 jeux par match en moyenne. Il s'impose également dans l'épreuve de double, avec Louis-Lou Langenaken. Fin juillet, il remporte un deuxième titre à Hasselt, où là aussi il réalise le doublé simple et double. Il peut dès lors s'aligner sur des épreuves plus relevées. Lors des grades 3 de Maaseik et de Clermont-Ferrand, il passe un tour en simple et se hisse en finale du double. En fin de saison, il dispute encore 2 grades 4 à Emmeloord aux Pays-Bas ainsi qu'à Evelde. Il atteint les demi-finales du premier et se hisse en quart lors du second. Je l'ai déjà dit, en parallèle, Jules Garreau a également bien joué sur le Belgian Circuit l'été passé. Il a remporté 3 tournois d'une étoile et atteint les demi du 3 étoiles disputé au Baudouin. Son patronyme n'est pas inconnu dans le milieu du sport belge. Son grand-père Philippe a en effet été un très bon footballeur dans les années 70 et 80,
jouant surtout pour le compte du Standard, de Beveren et du REDM. Il avait même obtenu 2 caps avec les Diables Rouges. Philippe Garot est malheureusement décédé il y a 6 mois, quelques jours avant le premier succès international de son petit-fils, qui lui a rendu un très bel hommage. Pour compléter, je vous livre le reste de notre classement de tennis belge jusqu'à la 30e place. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos rétrospectives. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Et abonnez-vous également. À bientôt!